cette France qui va se trouver bientôt jetée dans le carnage de 1914, je crois que ce serait intéressant d'essayer ensemble de bien voir comment elle était dans sa structure et dans son aspect. Mais la première chose qu'il faut remarquer politiquement, c'est la tromperie permanente sur les étiquettes politiques. On pourrait dire que ce sont des images de marque fictives, on pourrait parler aussi d'appellations abusives. Il ne faut pas que les gens sachent exactement ce que l'on leur dit, c'est-à-dire on leur présente des slogans, des étiquettes qui donnent l'impression de telle chose alors qu'on va à une autre chose. C'est ainsi, vous le savez bien, que les gens qui étaient pour la stabilité permanente, pour l'immobilisme, s'étaient appelés les progressistes. Figurez-vous que l'extrême droite, à ce moment-là, s'appelait l'action libérale populaire. C'est admirable, l'action libérale populaire, alors que ces gens de l'extrême droite, le mot populaire les épouvantait, et qu'entre eux, ils parlaient de ça comme de la canaille. Mais ce qui est bien intéressant, c'est surtout l'évolution du parti radical. Du reste, tout le monde, maintenant, à gauche, voudrait se faire prendre pour un petit peu radical. Vous allez voir ce même centre-gauche qui s'est appelé, je vous dis, progressiste, puis Alliance démocratique, qui va même devenir la gauche radicale. Seulement les radicaux, je l'ai déjà bien indiqué, ont changé beaucoup depuis 1871. Écoutez la déclaration de principe du parti qui s'était constitué en 1901 et dans son congrès de Nancy d'octobre 1907. Il faut vous donner des chiffres aussi. Il y a 78 sénateurs, il y a 201 députés inscrits au Parti radical et radical socialiste. Alors ça commence par un certain bluff. Nous sommes en faveur de toutes les mesures légales propres à garantir à chacun le produit de son travail. Si on y réfléchissait, enfin si on se faisait, ça serait presque du marxisme. Puisque vous savez que la grande idée de Marx, c'était qu'une partie de la valeur du travail a été dérobée, a été volée par le capitalisme. Attention, le but suprême, disent-ils, c'est la disparition du salariat. Mais nous sommes résolument attachés au principe de la propriété individuelle dont nous n'entendons ni commencer, ni préparer la suppression. Ça veut dire, entre les collectivismes et nous, un barrage. C'est intéressant de voir d'ailleurs les noms des radicaux les plus éminents. Vous avez là un monsieur Louis Dreyfus, qui est un très gros commerçant. Vous avez un banquier qui s'appelle Fould. Vous avez Berthaud, qui va être Premier ministre et qui a épousé la fille d'un agent de change. Vous avez Pams, dont toute la fortune est faite du papier à cigarette Job, je crois. Puis vous avez un certain comité Mascureau. On l'appelle Mascureau du nom du fondateur, mais qui s'appelle, lui, Comité républicain du commerce et de l'industrie. Eh bien, ils font du commerce et de l'industrie en cherchant à avoir les marges bénéficiaires les plus intéressantes, mais ils ont simplement collé l'étiquette républicaine. Clémenceau, qui savait ce qui se passait, avait dit en 1901, quand le Parti radical s'est constitué, c'est un constat de décès habillé en acte de naissance. Et Jules Guesde, en 1906, le 4 juin 1906, va dire à Saint-Mandé, les radicaux d'aujourd'hui feront la même banqueroute frauduleuse que les pseudo-républicains de la fin de l'Empire. Que je vous rappelle un petit peu ce qui s'était passé. Vous savez bien qu'à la fin de l'Empire, en 69-70, il y avait un groupe de républicains qu'on appelait les intraitables, les irréductibles. C'était précisément le Jules Favre, le Jules Simon, le Jules Ferry. Et bien quand ils seront au pouvoir, à partir du 4 septembre 1870, on verra bien ce qu'ils feront. Une seule chose, la défense sociale. Et bien la même banqueroute frauduleuse, disait Guesde, avec un mot très juste, qu'ils avaient fait ces gens-là en 70, c'est la même banqueroute qui s'annonce du côté du Parti radical tel qu'il est maintenant vers 1905-1906. Lucien R, qui était bibliothécaire de l'école normale, un ami de Jaurès, que Péguy a connu, que j'ai connu moi aussi, puisqu'il est resté 26 ou 27 ans bibliothécaire. C'était Lucien R qui avait trouvé une formule amusante pour définir les radicaux vers les années 1905, où nous sommes maintenant et au-delà. Il disait, un radical, c'est au fond, c'est un conservateur qui ne va pas à la messe. Et il avait encore trouvé cette autre formule. Le radicalisme, c'est un transfert du respect. À la place du dogme, l'argent, à la place du prêtre, le banquier. Bon, en réalité, mais ça continuait à être le régime des mêmes, c'est-à-dire le gouvernement de l'économie accaparée, c'est-à-dire le gouvernement du centre-gauche sous ses noms divers. Monsieur André Siegfried, dont j'ai prononcé déjà plusieurs fois le nom, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, et qui était le fils du Jules Siegfried, négociant centre-gauche, dans une de ses analyses, intelligentes du reste toujours, mais en masquant l'essentiel, une de ses analyses politiques disait, le centre-gauche, c'était les champions du rendement du portefeuille au décamètre carré. Il voulait dire par là que la plupart des ministres sortaient et sortiront pendant longtemps, pendant très longtemps, de centre-gauche. C'est vrai. Mais je voudrais vous apporter une phrase d'un de ces messieurs du centre-gauche que j'ai déjà plusieurs fois nommé Henri Germain, fortune colossale, enfin fondateur du Crédit Lyonnais. Et Henri Germain, dans une phrase que j'ai peu vue citer et que j'ai découvert il y a peu de temps, disait « Notre concours, le concours des modérés que nous sommes, des républicains certes, mais modérés, notre concours est assuré à tout gouvernement assez fort
pour ne pas être prisonnier de la majorité républicaine et assez modéré pour ne pas se faire l'adversaire de la minorité. Ça veut dire tout ça. Assez fort pour ne pas être prisonnier de la majorité républicaine. Or, dans cette majorité républicaine, il y a quelques radicaux encore véhéments, et surtout, il y a les socialistes. Alors, nous serons toujours contre ceux qui, dans la majorité républicaine, voudraient nous incliner du côté de l'impôt sur le revenu. Et nous ne serons jamais contre, puisque la deuxième partie, assez modérée pour ne pas se faire l'adversaire, et nous ne serons jamais contre des grands intérêts qui sont représentés même par les monarchistes qui ne sont pas encore ralliés. Alors, ces gens du centre-gauche, je viens de vous le dire, et je tiens à le répéter, n'ont qu'un objectif, pour l'instant, négatif, empêcher de passer l'impôt sur le revenu, et ils ont un certain nombre de dénonciations qui vont bien dans leur programme. Il y a une première dénonciation, c'est la plaie du fonctionnarisme. Ils disent c'est épouvantable, regardez les budgets comme ils augmentent d'année en année, parce que le nombre des fonctionnaires augmente. Ça, c'est de l'étatisme et c'est extrêmement dangereux. Pourquoi orientent-ils les esprits sur le nombre des fonctionnaires? En faisant croire que si les budgets sont lourds, c'est parce qu'on paye trop de fonctionnaires. C'est de nouveau pour détourner les yeux d'une chose extrêmement importante, à savoir ce qu'ils tirent eux-mêmes du budget, grâce aux subventions que vous savez, aux primes à l'exportation, aux dépenses coloniales, aux dépenses d'armement, bien entendu, à l'indemnisation pour les chemins de fer, je me trompe en disant indemnisation, la garantie de dividendes pour les chemins de fer, comme ils sont une des principales, une des grosses, la plus grosse sangsue du budget, alors ils vont faire croire que ce sont des fonctionnaires qui sont les plus redoutables. Ils vont aller jusqu'à dénoncer les 15 000 francs que les députés se sont alloués. Vous savez, c'était pas énorme. Un député, ça avait beaucoup de dépenses. Alors, les députés, en 1906, ont dit que leur indemnité parlementaire serait portée à 15 000 francs. Ça va donner matière à toutes sortes de plaisanteries sauvages, saumâtres, méchantes, de Barès, par exemple. Alors que si l'on y réfléchit, 15 000 francs par an pour un député, ce n'est même pas ce que gagnaient par mois la plupart des membres du centre-gauche. Toujours est-il que c'est quand même le centre-gauche qui est à la tête des affaires. Et en 1905, avec Rouvier, il était très content, mais dans cette année 1905, va se passer quelque chose d'inquiétant. L'idée du vieux petit père Combes, ça avait été de faire la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire d'abolir le fameux concordat. Depuis quand existait-il le concordat? Vous savez bien, ça avait traîné entre 1800 et 1802, on avait fini par conclure ça en 1801 et 1802 avec le pape, et l'idée très claire qu'avait eu Bonaparte, c'était de tenir l'Église dans sa main. Cette Église française, ils se disaient on va la payer, ça va être des prêtres fonctionnaires, et on les payera pour qu'ils soient des agents disciplinés de l'État. Il avait même un mot qu'on lui a attribué, je ne sais pas si c'était vraiment de lui, les évêques doivent être des préfets en violet. Bonaparte est quelqu'un d'absolument incroyant, il s'en moque pas mal, il ne croit à rien de surnaturel, mais il se dit les prêtres sont écoutés, je veux les tenir dans les mains et en faire des recruteurs. Les prêtres sont obligés de dire qu'on ira en enfer si on ne paye pas bien l'impôt, et que surtout s'il n'y a jamais des insoumissions, pour les levées permanentes de soldats, c'est épouvantable et c'est également puni de l'enfer. Ça avait été ça, n'est-ce pas, le fond du concordat. Ben, il y avait des tas de gens du côté des républicains anticléricaux et des fameux modérés qui disaient qu'il ne faut pas y toucher au concordat parce que ça nous donne prise sur l'Église. Si jamais l'Église est indépendante, s'il n'y a plus de concordat, si les prêtres sont plus payés, actuellement ils sont encore gentils, mais on pourrait imaginer que des prêtres se mettent à repenser à l'Évangile, quelle drôle d'idée, et alors à ce moment-là, il serait dangereux. C'est pourquoi un homme comme Gambetta avait dit « Ah ça, la séparation, jamais !» Le Grévy, président de la République, avait dit « Ça serait la fin de tout, la séparation !» Or, Combes voulait cette séparation, c'est-à-dire l'État, l'Église libre dans l'État libre. Lorsqu'en janvier 1905, Rouvier avait succédé à Combes, Jaurès, qui tenait beaucoup à la séparation, lui avait dit « Monsieur le ministre, monsieur le président du Conseil, j'espère que nous allons rapidement procéder à cette séparation. » Et Rouvier avait répondu en souriant, et mon jeune ami, il était plus jeune que lui, mon jeune ami, la séparation, on en parlera dans 10 ans. Ah non, pas dans 10 ans. Parce que Jaurès va s'acharner, et à la fin de cette même année 1905, en décembre 1905, la séparation de l'Église et de l'État est chose votée. Et un des rares radicaux, comme Clémenceau encore, qui y croyait à leur radicalisme et qui s'appelait Camille Pelletan, va prononcer la phrase suivante: « Nous considérons désormais la lutte religieuse comme terminée, et les républicains vont pouvoir aborder maintenant l'ère des réformes sociales. » Eh bien justement pas. Il n'était pas question qu'on puisse aborder l'ère des réformes sociales avec le centre-gauche qui continuait à être dominateur. Eh bien, une fois de plus, ça va être l'Église française, les ecclésiastiques français qui vont sauver le centre-gauche. Vous vous rappelez les services qu'ils ont rendus tout de même, volontairement ou involontairement? Involontairement en 77, en faisant cette campagne monarchique qui a permis aux républicains, dits républicains de 79, d'orienter les esprits contre le cléricalisme.
volontairement avec Léon XIII, quand Léon XIII a parlé du ralliement, c'est-à-dire qu'il a dit entente affectueuse, entente fraternelle, entre les élites catholiques ou élites libre-penseurs, c'est pas important, ce qui est important, c'est la propriété qu'il faut défendre. Et nouveau service rendu par le clergé français, par la presque totalité des catholiques français, lorsque dans l'affaire Dreyfus, ils ont pris la position que vous savez, ce qui va permettre à Waldeck-Rousseau d'orienter de nouveau l'esprit du peuple du côté des ecclésiastiques et pas du côté des banquiers. Vous venez d'entendre la citation que je vous apportais de Pelletan disant maintenant c'est fini, quoi, la lutte religieuse, on va passer aux affaires sociales. Il n'en est pas question. Alors le voilà, le service admirable que le nouveau pape va rendre aux modérés en ranimant, avec une extraordinaire violence, la lutte religieuse en France, parce qu'il s'oppose à la séparation. Et il le fait avec une violence incroyable. 3 encycliques successives. Il y a d'abord celle qu'on appelle Vehementer, du 11 février 1906, l'autre qui s'appellera Gravissimo, du 10 août 1906, une 3e encyclique intitulée cette fois en français, une fois encore, du 6 janvier 1907, pour refuser de la manière la plus véhémente, la plus absolue, la séparation. Et quels sont les arguments du pape ? Le premier argument est assez jovial quand on y pense. Il dit c'est la dénonciation unilatérale d'un contrat librement consenti. Il faut se reporter à l'histoire. Quand on se rappelle les conditions dans lesquelles le concordat a été imposé par Bonaparte à un pape qui était terrifié parce que Bonaparte lui avait déjà pris une partie de ses États et qui lui avait dit si jamais vous ne marchez pas dans mon concordat, je vous prends tout le reste de vos États. Ce qui n'empêchera pas que le pape, après avoir signé le concordat, verra ses États entièrement dévorés par Bonaparte. Un contrat librement consenti, mais non, ça avait été en fait le couteau sous la gorge. Alors quand le pape Pie X nous raconte maintenant que c'est la rupture unilatérale de ce contrat, il y a de quoi, si je ne parlais pas bien, il y a de quoi se marrer. D'autre part, il y a le pape qui dit mais c'est la perte d'une paire de prestige considérable pour l'Église en France. C'est vrai, puisque le concordat avait reconnu que c'était la religion de la majorité française, c'était pas tout à fait une religion nationale, une religion officielle, mais enfin il y avait des préséances, les évêques étaient traités comme des personnages officiels puisqu'ils étaient payés, ils avaient leur place là à côté du général et à côté du préfet. Et maintenant, il paraît que ça va disparaître. Perte de prestige. La France va cesser d'être la fille aînée de l'Église, comme on disait. Et puis, troisièmement, il y a une perte d'argent. Étant donné que c'est l'État qui paye les évêques, les archevêques, et qui paye les curés, il va falloir maintenant se débrouiller pour trouver de l'argent. L'État ne veut plus payer, ils ne sont plus fonctionnaires. Ce qui, à mes yeux, était une incroyable libération, ce qui était l'Église rendue à elle-même, ou du moins retrouvant la possibilité d'être elle-même. Et maintenant, le pape proteste parce qu'ils ne seront plus payés, qu'ils ne seront plus entre les mains de l'État. Cette situation, que j'estime scandaleuse, va devenir de plus en plus terrible par la volonté même de ce pape donc Pie X, qui a succédé à Léon XIII en 1903, et qui va condamner systématiquement tous les arrangements qu'on lui propose. Les édifices du culte, ce sont des propriétés nationales. Alors maintenant qu'il y a une séparation, qu'est-ce qu'on va faire ? Il avait été décidé dans la loi, grâce à Jaurès surtout, que la gestion des monuments ecclésiastiques, des bâtiments ecclésiastiques, serait confiée à des groupes de gens, on appelait ça les associations cultuelles, et voici ce que la loi disait, les associations cultuelles qui sont obligées de se plier aux règles générales du culte. Ça veut bien dire qu'il ne s'agissait pas de remettre les églises et les bâtiments ecclésiastiques à des gens qui détesteraient l'église et qui essayeraient de lui faire du tort, pas du tout. On désirait que ce fussent les catholiques eux-mêmes qui prennent la gestion des bâtiments ecclésiastiques, bâtiments religieux. Eh bien, le pape va condamner les cultuels. Il dit, je n'admets pas que des laïcs s'occupent de ces choses-là. Et comme en plus, il va falloir faire ce que l'on appelle les inventaires. Ça veut dire que l'État va envoyer des gens qui vont procéder à l'inventaire des biens qui se trouvent à l'intérieur des églises, précisément pour les protéger, parce que très souvent, et dans beaucoup d'églises, il y a des objets extraordinairement précieux, des objets d'art. On va en faire l'inventaire pour en garantir la sécurité. Eh bien, le pape va affecter de croire que ces inventaires sont le commencement d'un pillage, que c'est l'État qui veut se mettre à voler des biens ecclésiastiques et des statues et des vases sacrés. C'était faux. Alors, il va y avoir autour des cultuels une agitation terrible, bouffonne aussi, je sais bien, mais terrible. À propos de Jules Ferry, l'article 7, l'expulsion des jésuites, je me rappelle avoir employé l'expression scène tragicomique. C'est vrai, comique, parce que c'est une erreur d'interprétation, c'est un contresens. Mais tragique parce qu'il y a des pauvres gars qui vont de nouveau ruiner leur carrière en se disant on ne peut pas prêter la main à une opération aussi scandaleuse. Alors il y a des officiers qui brisent leur épée plutôt que d'entrer dans l'église de force. Il y a des magistrats qui disent on ne fera pas ça parce que nous sommes des catholiques et qu'on ne peut pas tolérer qu'une chose pareille se produise. Bon, bouffon, c'est entendu, mais navrant. Il y aura un clivage qui va s'établir d'une manière encore plus nette entre Français. Ce clivage entre droite et gauche,
qui, au lieu d'être sur la question centrale, qui est la question de la domination de l'argent, va se fonder sur la question de l'appartenance religieuse. On finira par dire, d'une manière presque habituelle, le républicain, l'homme de gauche, c'est celui qui est contre l'Église. Alors qu'il aurait fallu dire, le républicain, l'homme de gauche, c'est celui qui veut essayer de libérer les gens de cette emprise, de cette domination étouffante et asservissante de l'argent. Il faut dire que ce malheureux pape, c'est un brave type, tout de même Pie X. Tu restes si pareil qu'il faut l'appeler maintenant Saint Pie X. Et il a été canonisé, si je ne me trompe pas, par un autre Pie qui s'appelait Pie XII. C'était un réactionnaire, mais de bonne volonté, un brave type qui y croyait, mais réactionnaire comme on n'en fait pas. Un homme qui détestait tout ce qui pouvait ressembler à une idée libérale, une idée généreuse politiquement dans l'Église. Pie IX, celui auquel avait succédé Léon XIII, avait à une certaine date de juin 71 prononcé une phrase que je vous avais réservée pour maintenant. Il y avait eu un pèlerinage français, je ne sais pas quoi, qui était venu auprès du pape Pie IX à Rome en 71, et Pie IX avait osé dire ce qui suit. Je dois dire la vérité à la France. Il y a dans ce pays un mal plus redoutable que la Révolution. Un mal plus redoutable que la Commune elle-même, avec ses hommes échappés de l'enfer. Ce que je crains par-dessus tout, c'est le libéralisme catholique, qui est un véritable fléau. J'aime pas le mot libéralisme, mais qu'est-ce qu'il voulait dire Pie IX à ce moment-là? Il voulait parler des quelques catholiques républicains. Il y en avait encore un ou deux, il y avait Arnaud de l'Ariège en particulier, des catholiques qui estimaient que précisément s'ils prenaient au sérieux leur catholicisme et s'ils croyaient à l'Évangile, ils devaient exiger un peu plus de justice sociale. Ben, c'était devenu la bête noire de Pie IX. Passe par-dessus Léon XIII, qui pour des raisons que vous savez est beaucoup plus tolérant. On arrive maintenant à notre Pie X, et Pie X est d'extrême droite. Pie X va déclarer positivement ceci: il est conforme à l'ordre établi par Dieu qu'il y ait dans la société humaine des princes et des sujets, des patrons et des prolétaires, des riches et des pauvres, et qu'on ne touche surtout pas à cette organisation sociale. C'est l'organisation providentielle, c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Alors il va y avoir une persécution, alors ça c'est sérieux, je vous assure, dirigée par Rome contre le petit groupe un peu croissant de ces catholiques qui ouvrent les yeux sur les exigences d'un catholicisme vécu, en particulier contre le groupe de Marc Sagnier et du Sillon. Je sais bien que je ne peux pas en parler avec l'objectivité qui serait nécessaire, puisque j'ai été le secrétaire de Marc Sagnier, bien entendu trop jeune pour faire partie du Sillon, mais lorsque Sagnier a été condamné, je vais vous le dire, par le pape en 1910, et qu'il a tenté après la guerre de reprendre son travail, j'ai travaillé auprès de lui et je sais ce qu'il voulait. Bien, Sagnier était un des très rares catholiques, mais enfin ça se groupait autour de lui entre 1900, 1905, 1908, de catholiques qui commençaient à se dire, mais non, enfin on ne peut pas laisser confondre l'Église avec ceux qui précisément piétinent les idées de justice. Ben c'était la bête noire de Pie X, le pauvre Sagnier. Et Pie X avait toute confiance dans un certain cardinal Billot, qui lui appartenait à l'Action française. J'appelle votre attention sur un fait que l'on n'a jamais encore assez souligné. Maurras, chef de l'Action française, était un homme qui se déclarait lui-même incroyant et même athée. Dans un texte de lui de 1899, lorsque l'Action française n'était encore pas quotidienne comme elle le fut depuis 1908, mais qu'elle était une revue de quinzaine, il avait parlé des prophètes juifs, enfin Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les autres, en les appelant des énergumènes vomis du désert. Barès, qu'il connaissait bien, a pris dans ses carnets, ses cahiers qu'on a publiés longtemps après sa mort, une note que je voudrais vous dire. Une note pénétrante. Je crois qu'il n'oserait pas l'écrire, Barès, mais il le disait à lui-même dans ses cahiers, qui étaient peut-être un peu ses poisons, si vous voulez. Maurras, disait-il, c'est un homme qui veut bien, certes, du pape, mais surtout pas de Jésus-Christ. Eh bien, il est horrible, il est pénible, disons, de penser qu'à Rome, au Vatican, autour du pape, tout le monde était dans la direction de Maurras. Tout le monde trouvait que c'était l'homme le plus admirable et le plus utile pour le catholicisme français. Je vois là, moi, à mes yeux, ce que je pourrais appeler un signe mortel. Pensez donc que l'Action française ouvertement considérait l'Église comme une espèce de lobby politique, instrument de pression, groupe de pression, au service d'un certain ordre social qui était l'ordre de l'iniquité. Et Maurras, en 1906, avait publié un livre intitulé « Le dilemme de Marc Sagnier », et il avait osé dédier ce livre à l'Église de Rome, virgule, Église de l'ordre. Ben, ça va aboutir en 1910, 25 août 1910, à la condamnation formelle prononcée par le pape contre Marc Sagnier et contre le Sillon, avec comme considérant ceci, ils osent placer l'autorité dans le peuple. Ben, décidément, celui qui avait rédigé l'encyclique, ce n'était pas le pape lui-même, c'était le cardinal Billot,
connaissait bien mal sa théologie, puisque saint Thomas lui-même dit que toute l'autorité réelle est dans le peuple, et ce qui vise à un nivellement des classes, disait le pape, ce qui est une véritable abomination. Le sillon, déclarait le pape, n'est plus qu'un misérable affluent du grand mouvement contemporain, l'apostasie. Bon, alors regardons maintenant ce qui se passe socialement. Ben, il y a eu des élections, de nouveau, en 1906, normalement, 4 ans plus tard, et on s'était aperçu que l'électorat français, finalement, n'était pas tellement mécontent de la politique anticléricale qu'avaient fait les gouvernements, puisque c'est une énorme majorité républicaine de 414 députés républicains qui entrent maintenant à la Chambre, et avec un certain nombre de républicains qui ont l'air de l'être, non pas modérément. Clémenceau est réélu, et il a autour de lui un petit groupe qui semble assez énergique. Et bien voilà Clémenceau qui va prendre le pouvoir, et même qui va prendre le pouvoir pour longtemps. Il va dépasser, je crois, la longévité ministérielle de tous les ministères, puisqu'on citait toujours Méline qui était resté 26 mois, et lui va rester 32 mois. Clémenceau part avec de bonnes idées. Vous vous rappelez ce que Clémenceau avait dit en 98, ils sont les plus forts, ben on va essayer qu'ils ne soient pas les plus forts. Alors très sincèrement et très loyalement, il a mis dans son programme un certain nombre de choses, déclarant il faut faire des réformes sociales. Et dans son programme, il y a ceci, il y a l'impôt sur le revenu, naturellement, il y a les retraites ouvrières, il y a la réduction de la journée de travail, et il y a la nationalisation des chemins de fer. Vous imaginez bien que du côté des modérés, on ne peut pas permettre une chose pareille. Mais la majorité des 414 républicains est là, et il faut aller doucement. Alors on va permettre seulement d'abord à Clémenceau de faire ce qu'on pourrait appeler en souriant, aujourd'hui, du gauchisme. C'est-à-dire un certain nombre de petites réformes, fait des petites phrases, surtout des petits gestes, mais qui n'engagent pas le fond des choses. Quoi donc? Eh bien, par exemple, on va mettre au ministère de la guerre le lieutenant-colonel, devenu bien entendu général, Picard. Picard, c'était ce lieutenant-colonel qui s'était un peu illustré pendant l'affaire Dreyfus, puisque c'était lui qui, le premier, avait osé dire c'est Esterhazy qui est le coupable. Alors le voilà ministre de la guerre. On va même transporter les cendres de Zola au Panthéon. Encore un petit geste assez républicain, puisque Zola avait été l'homme de J'accuse, l'homme qui avait pris la position que vous savez dans l'affaire Dreyfus. Mais enfin, ça n'était pas grave, c'était simplement spectaculaire. On va permettre aussi à Clémenceau, on l'y poussera même, de compléter l'anticléricalisme, puisqu'il va chasser, ce n'était pas indispensable. Il va chasser les sœurs qui étaient encore dans les hôpitaux. Non, laïcisation, les hôpitaux eux-mêmes. Et on va le prier aussi, je crois qu'on n'a pas besoin de le prier, de faire partir le nonce. Mais il y a longtemps que le nonce aurait dû être parti, étant donné que la séparation avait été prononcée, puisqu'il n'y a plus de rapport officiel entre l'Église et l'État, puisqu'il y a eu rupture diplomatique entre le gouvernement français et le gouvernement romain. Qu'est-ce que le nonce faisait encore là? Ah ben le nonce, il s'était agrippé, vous savez, il était resté à sa nonciature, et Clémenceau va le faire partir. Tout ça, c'est rien, c'est de la beauté, c'est des gestes extérieurs, mais les choses essentielles, à savoir les structures économiques et sociales. Et bien Clémenceau va se trouver en face d'une succession d'aventures graves. Il va avoir tout le temps, presque tout le temps pendant son ministère, des grèves. Je vois la grève des postiers et des électriciens en 1906, une grève des dockers à Nantes en 1906 aussi. Il y a un soulèvement des viticulteurs du Midi en 1907 parce que les prix du vin sont tombés, production excessive, ils n'arrivent plus à vendre leur vin, alors ça a été très grave. Vous savez, jusqu'à 250 000 gars qui se sont réunis à Narbonne, un régiment qu'on a envoyé contre eux, le 17e, qui refuse de marcher, qui met la crosse en l'air, d'où la chanson révolutionnaire « Vaillant soldat » du 17e, vous savez. Finalement, ça s'arrangera en douce, mais la préfecture de Perpignan a été envahie, a été brûlée. Il y a les terrassiers, une longue grève des terrassiers. Il y a la grève des ouvriers qui travaillent dans des chantiers de gravier sur le bord de la Seine, à Draveil, Vigneux. Ça, c'est dans 1908, en août 1908. Et ça tourne très mal parce qu'on envoie de nouveau, comme tout le temps du reste, à des soldats, et que les soldats tirent, ce sont des cuirassiers qui ont tiré, qui ont chargé, puis qui ont tiré avec 4 ou 5, je me rappelle plus, enfin, il y a plusieurs morts. Puis voilà les instituteurs, qui ont l'idée de se syndiquer. Si j'ai rappelé, en souriant, ce mot instituteur, c'est que vous savez bien la mission que leur avait donnée Jules Ferry. Jules Ferry avait voulu très précisément substituer l'instituteur au curé pour que l'instituteur apprît au peuple, au petit peuple, la résignation. Alors voilà que maintenant qu'un certain nombre d'instituteurs ne voulaient plus faire ce métier-là, croyaient qu'ils avaient une mission, et ils l'avaient en effet, et une mission qui consistait pas simplement à apprendre le b.a.-ba aux enfants, mais à leur apprendre l'histoire telle qu'elle devait être apprise. C'est-à-dire une histoire qui ne fut plus une histoire d'Épinal. Alors les instituteurs avaient décidé de se syndiquer. Minute, jamais, pas question. Le droit des fonctionnaires au syndicalisme est refusé par Clémenceau. Qu'est-ce qui est arrivé à Clémenceau? Quand il avait pris le pouvoir, il avait déjà 65 ans, enfin, c'était plus un petit jeune homme, mais il conservait ses allures un peu bravaches de jeune homme. Il avait toujours son petit feutre sur le coin de la tête,
Il avait ses moustaches qui lui tombaient dans la bouche, il tirait volontiers au pistolet, il menaçait les gens de les conduire sur le terrain et de les exécuter. Une ivresse du pouvoir lui est venue. Lorsqu'il y avait eu des débats entre lui et la Confédération Générale du Travail, enfin la CGT, il avait convoqué les gens et leur avait dit avec une espèce de jubilation pénible, vous êtes de l'autre côté de la barricade, ben, il faut vous y faire, hein. Moi je suis en face de la barricade. Et je suis devenu le premier flic de France. Alors comprenez quelle était la joie de la droite de voir un homme comme Clémenceau qui, parce qu'il était au pouvoir, parce qu'il avait les rênes du pouvoir entre les mains et qu'il avait à faire face à une agitation ouvrière, se conduisait de la meilleure façon. C'est pourquoi il recevait des félicitations, c'est pourquoi Deschanel avait dit « Les ministres radicaux ne sont pas des radicaux ministres » et que le journal Le Temps avait même écrit « Le Parti radical socialiste, quand il arrive au pouvoir, ne fait que balbutier le programme du parti modéré ». Et il avait reçu, Clémenceau, des félicitations du Temps, naturellement, en disant vraiment, le Parti radical a retrouvé la fierté de lui-même parce qu'il se trahissait. Il y avait un collaborateur très proche de Clémenceau qui était Briand. Briand venait d'une gauche encore plus extrême que Clémenceau. Briand avait fait sa carrière, sa première carrière politique, sur le thème de la grève générale. Il s'était même heurté à Jaurès, qui était un homme réaliste, disait la grève générale, vous savez, c'est un mot extrêmement difficile d'obtenir du prolétariat français que dans l'ensemble il fasse cette grève générale. Briand, grâce à ça, avait obtenu peu à peu une montée sociale, politique. Il était arrivé maintenant à être ministre très rapidement, il était ministre de l'instruction publique. Et c'est lui qui avait dit, les fonctionnaires, je leur interdis de se syndiquer, et le chef des instituteurs syndiqués qui s'appelle Nègre, je le mets en prison. Voici que Clémenceau est renversé précisément sur la question, vous vous en doutez bien, de l'impôt sur le revenu. Voici que c'est Briand qui lui succède. Briand a affaire maintenant à une révolte des cheminots qui sont horriblement mal payés alors que les compagnies continuent à accumuler les millions. Dans l'année 1910, 746 millions de bénéfices aux actionnaires des compagnies alors que les cheminots étaient payés après 30 ans de service, ils étaient payés 1200 francs par an après 30 ans de service. Eh bien, au lieu de discuter quand il voit les cheminots faire grève, que fait-il, Briand? Il les mobilise. Il décide que c'est une question de défense nationale, que l'Allemagne peut profiter de cette paralysie du réseau ferroviaire français pour nous attaquer. Je dis donc, disait Briand, que tout cheminot qui quittera son poste sera considéré comme un soldat déserteur et qu'il sera poursuivi en conseil de guerre. Vous imaginez les applaudissements de la droite, il va passer pour le très grand homme. Le Temps va dire, Monsieur Briand a donné satisfaction au cœur, à l'esprit, à la raison. Le Gaulois va dire, Monsieur Briand, c'est une force consciente, active, merveilleusement avisée, et le matin du 29 octobre 1910 ne craindra pas de l'appeler un héros. Le résultat, c'est que les lois sociales en France sont incroyablement retardataires par rapport à l'Angleterre ou par rapport à l'Allemagne. Il n'y a pas encore ce repos, si, il y a repos hebdomadaire, mais il n'y a pas encore de réduction de la journée de travail. Ce n'est qu'en 1912 qu'on admettra que la journée de travail puisse être, et sans surveillance du reste, de 10 heures. Mais les 8 heures que la CGT demande depuis des années, pas question. Quant aux retraites ouvrières, Briand va essayer d'en proposer une façon assez ridicule. Des retraites ouvrières qui permettront à l'ouvrier après 30 ans de travail, quand il aura 65 ans, de toucher quelque chose qui fera comme 240 francs par an, 240 francs par mois, par an. Et la femme, qui travaille aussi, mais la femme ne peut pas avoir ça, elle aura 150 francs après 30 ans de travail. C'est ça, les retraites ouvrières de Briand. Eh bien, le drame sur lequel je veux appeler votre attention, c'est que la France qui va se trouver jetée dans le carnage de 14, cette France est encore paysanne, non pas en immense majorité, mais fortement paysanne. Et les paysanneries est dormante. Ils sont tranquilles, il n'y a pas de syndicalisme chez les paysans. Et il faut penser aussi que parmi les ouvriers, parmi ceux qui travaillent, il y en a des quantités qui sont des petits patrons. Et que le syndicalisme y est très faible. La CGT n'a encore que 200 000 adhérents en 1906. Ça va monter en effet, 200 000. Mais le nombre des non-salariés, c'est-à-dire des petits patrons, est encore supérieur au nombre des salariés. En réalité, pour dire les choses telles qu'elles sont, et sous une apparence peut-être véhémente, mais pourtant exactement fidèle à la vérité, je vous dirai que la République française de ces années-là, cette troisième République, était sous une apparence de démocratie, pratiquement une oligarchie financière. Et je sais bien qu'il n'y a pas longtemps encore, un grand journal sérieux disait « c'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent ». Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence.